Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello, bonjour. Barry Saleho. On behalf of ICLEI Africa, the African Center for Cities, Our Future Cities, Red Cross Crescent Climate Center, and partners, we're excited to welcome all of you to the Rise Africa 2022 Action Festival. Rise Africa has been growing since 2020 as a platform for thinkers, doers, and enablers, committed to inspiring action for sustainable cities. This year's theme is creativity. Le thème de cette année est la créativité. Pour moi, cela signifie de communiquer la complexité des changements climatiques dans les villes à l'urbanisme galopant. En Afrique, nous avons un socle solide de créativité et une attention aux détails. Il y a tellement de personnes dans le continent africain qui sont créatifs dans leur manière d'aborder les défis. La créativité en Afrique, c'est accepter nos savoirs autochtones et créer de nouvelles choses. Il s'agit de redonner le pouvoir aux jeunes, aux groupes sur un continent où la population est majoritairement jeune. C'est une approche qui réunit tout le monde. Ce n'est pas forcément quelqu'un de haut placé qui est en dehors de la société. Ce que la prise en main signifie pour moi, c'est le changement de la base vers le haut. L'importance de l'urgence, c'est de reconnaître ce que nous devons parcourir et nous devons construire des villes plus productives et plus résilientes. Nous devons reconcevoir et désapprendre. 35 sessions de 135 provocateurs d'Afrique et du monde. Chaque session a pour ambition de présenter de nouvelles idées, lancer de nouvelles actions et des initiatives pour réunir les participants. Nous espérons que le festival vous inspirera et tout d'abord, nous vous invitons à partager l'expérience de votre entrepreneuriat. Relâchez votre potentiel. Rise Africa, c'est la traduction des idées en action. Dans quelles actions allez-vous vous engager au cours de ce festival? Avant que la session ne commence, sachez que vous êtes enregistré. En participant, vous acceptez d'être enregistré. Tous les enregistrements seront disponibles sur la page du programme à la fin du festival. La créativité est vitale pour l'avenir de nos villes. Nous vous invitons donc à entrer cette session dans un esprit de créativité et d'imagination. L'Afrique est fatiguée de se retrouver dans l'obscurité. Elle est fatiguée de naviguer contre les courants de l'industrialisation. L'Afrique me dit qu'elle est fatiguée de se reposer au feu du bois. Il est donc temps de faire sauter les compteurs. Éclairons l'Afrique, libérons son énergie pour libérer son potentiel. Accélérons le rythme cardiaque de son développement. Libérons son énergie pour libérer son potentiel. Transformons l'enveloppe énergétique de l'Afrique pour stimuler son développement. Car la nature nous a tellement gratifiés de ses richesses. Changeons l'histoire, éclairons l'Afrique, donnons un bout de lumière à chaque foyer en Afrique est une possibilité. Changeons l'histoire, éclairons l'Afrique. Libérons son énergie pour libérer son potentiel. Hello everyone, welcome to the session Bonjour à today. tous et merci à la session d'aujourd'hui qui est intitulée donc l'Afrique aujourd'hui, un investissement urgent pour des villes et des petites villes plus durables. Je vais commencer aujourd'hui par vous présenter ce que nous faisons et ensuite nous allons démarrer la session. Alors, par rapport à nos villes de l'avenir, nous tentons de créer nos villes de demain grâce à des opportunités
que nous allons cultiver. Nous créons des villes pour tout le monde, nous incorporons nos visions et tout ce que nous faisons. Nous sommes menés par des chercheurs, des expériences et des perspectives diverses. Nous travaillons avec les gouvernements, les entreprises, les communautés, les individus. Nous comprenons que les solutions requièrent de travailler dans toutes les disciplines, dimensions et à toutes les échelles. Nous travaillons avec tous les secteurs, pas seulement pour les secteurs. Et nous travaillons de façon transdisciplinaire à plusieurs échelles et dans plusieurs étendues sur des projets de logement, de politique, d'idées. Nous intégrons tout le monde dans notre travail, les économistes, les politiques et autres. Nous ne réfléchissons pas uniquement en matière de tendance, mais nous tentons de nous engager de façon incrémentale à travers des petites étapes vers des grands sauts. Nous tentons de transformer les espaces, de transformer les façons de réfléchir, de penser. Nous recréons des systèmes et nous changeons les règles et développons des plateformes parce que notre futur est notre planète. Voyez quelques-uns de nos projets ici à l'écran par rapport à de la planification, des discussions, des organisations de festivals, des projets de politique, des projets expérimentaux. Donc, une grande diversité d'activités et de travail à de nombreux niveaux et dans de nombreux contextes. Aujourd'hui, notre discussion émane de notre intérêt dans l'investissement dans les lieux urbains et le besoin de créer des villes plus durables. Alors qu'il y a des urgences non seulement en matière de logement, mais également en matière de développement durable dans le contexte africain, dans le contexte urbain, il y a peut-être des liens qui manquent, des ponts manquants par rapport à l'urgence qui est ancrée dans des preuves en matière de qualité de vie, accès à la mobilité, au transport, à la santé, au logement. La réalité des institutions financières et ce qu'elles subventionnent en réalité. Je pense que nous devrons réfléchir à des formes d'infrastructure et de développement. Mais ce que nous voyons, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements dans des grands et des immenses centres commerciaux plutôt que d'autres éléments plus durables et qui répondent à nos besoins réels aujourd'hui. Nous constatons qu'il y a un exode immense de rural vers les lieux urbains et que nous devons nous organiser pour les années à venir pour gérer ces populations qui, selon certains, vont doubler dans les milieux urbains d'ici à 2050. Nous devons créer de nouvelles opportunités, mais il faut bien sûr réfléchir de façon réaliste, des besoins en matière urbaine, de stratégie. Et nous ne souhaitons pas juste réfléchir à la belle architecture, au logement social ou encore à une conception de beaux bâtiments, mais nous devons réfléchir autour de la table à tous les niveaux, c'est-à-dire la planification, l'économie, le financement et les politiques. Et aujourd'hui, nous allons peut-être comprendre que les financements ne vont pas toujours là où on en a besoin. Ça ne veut pas dire que tous les secteurs ne sont pas importants, mais nous avons besoin d'investissements durables dans des infrastructures durables et équitables. Et nous devons revoir les mandats, les critères de certaines agences, car les financiers ne sont pas seulement les grandes banques, mais également les banques multinationales, les gouvernements eux-mêmes, les agences de gouvernement, et comment nous assurer que les fonds investis soient mobilisés à bon escient pour bénéficier ceux à qui ils sont destinés. Avant de commencer les présentations et les discussions, je vous rappelle tout simplement de fermer votre micro à tout moment, s'il vous plaît, pour ne pas déranger les intervenants. Vous pouvez poser des questions à tout moment, donc levez la main si besoin.
où vous pouvez écrire votre question dans le chat. À la fin de la session, nous aurons beaucoup de temps pour échanger. Vous pouvez poser des questions également par vidéo ou par audio. Cette session est enregistrée, donc s'il vous plaît, si vous êtes présent, notez que vous approuvez cet enregistrement. Tous ces enregistrements seront disponibles en ligne, ainsi que des résumés des sessions. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas d'utiliser hashtag RiseAfrica 2022 ou le hashtag pour créativité agency et urgency, CY à la fin. C'est notre thème de cette année. Et il y a un petit sondage que nous vous encourageons à remplir également pour les retours. Cela vous prendra que 120 secondes à peu près. Donc, pour démarrer notre session, nous avons un message de Salim Fakir, qui est le directeur exécutif du Fonds africain pour le climat. Bon après-midi ou bonne soirée, selon où vous êtes. C'est un plaisir pour moi d'être ici, malgré que je ne puisse pas être présent physiquement. Je suis heureux de faire cet enregistrement pour vous. Je souhaite juste vous dire que j'apprécie beaucoup l'invitation, l'importance du travail qui est effectué par Rise Africa en tant que Fondation africaine pour le climat, et cette institution donc il y a beaucoup de théories par rapport à ces transitions, et nous accueillons toutes les possibilités de réfléchir à cette transition alors que nous développons nous dirigeons tranquillement vers des nouvelles dynamiques, à savoir la CF. La population d'Afrique augmente très rapidement. On pense qu'elle va doubler d'ici 2050 et le taux de développement et de croissance de la population semble être la plus haute, parmi les plus rapides au niveau mondial. Il y a énormément de jeunes en Afrique qui ont des grandes aspirations et des grandes attentes auxquelles nous devons répondre. Et pour répondre à la transition urbaine et ses besoins, nous avons besoin de nous assurer de l'existence des infrastructures clés telles que l'assainissement, l'eau, l'électricité et même Internet et l'accès au numérique. Ceci permet à de jeunes Africains talentueux de trouver des moyens d'intégrer les mouvements et les actions pour l'avenir. L'électricité est quelque chose dont on a besoin dans les villes de plus en plus. Et un des défis en Afrique subsaharienne, par exemple, est qu'un grand nombre de personnes n'ont pas accès à une énergie fiable et accessible. Il y a également, bien sûr, le besoin d'intégrer l'ampleur de l'électrification de certaines zones pour beaucoup de raisons, notamment la mobilité des gens, par exemple, leur accès au travail, à la santé, etc. Je suis ravie de constater la contribution de Rise Africa, qui est une façon très visible de contribuer au changement sur le continent. À la CF, nous
élargissons notre empreinte au Sénégal, par exemple. Nous travaillons beaucoup le Nigeria, le Ghana ou le Maroc. Ce sont des nations importantes et nous collaborons avec le directeur de la Fondation pour relever tous les défis et profiter de toutes les opportunités qui se présentent pour accompagner cette urbanisation et trouver ce qui, selon moi, sera un des lieux les plus innovants dans le monde en matière de technologie, de financement et de modèles différents pour le développement. Donc, je souhaite profiter de cette occasion pour vous remercier tous de votre écoute, d'avoir pu partager quelques idées et de, j'espère, vous inspirer pour contribuer de façon créative à l'avenir et de jouer le rôle qui est le vôtre en matière de contribution et de meilleures solutions pour l'avenir durable de l'Afrique. Merci. Avant de présenter notre deuxième intervenant, je souhaite vous rappeler que vous pouvez partager vos coordonnées dans le chat, votre pays d'origine et votre profession, etc. Je pense que c'est une contribution importante à Rise Africa parce que je pense que, comme vous le voyez, nous arrivons à créer des connexions entre le Cap, l'Afrique du Sud, la Sierra Leone et d'autres pays en l'espace de 2 heures. Donc, je pense que c'est très important de pouvoir communiquer les uns avec les autres, de se présenter et de prendre contact pour mieux agir ensuite. Nous avons maintenant Kessia Rust, qui est directrice exécutive et fondatrice du Centre pour les logements accessibles Finance in Africa. Elle a fait beaucoup de rapports ces dernières années. Elle a toujours répondu à nos courriels lorsqu'on demandait des informations sur le marché du logement. Et donc, elle travaille pour promouvoir l'accès au logement en Afrique. Elle travaille dans le secteur privé et public depuis le début de sa carrière. Et elle se concentre sur l'aspect financier des logements en Afrique, en travaillant de 2013 à 2014 pour le logement accessible et ensuite pour le CAHF, le Centre pour le logement accessible et financier en Afrique, depuis sa création en 2014. Nous nous réjouissons de vous entendre, Kessia, du diagramme très simplifié que j'ai partagé tout à l'heure et nous nous réjouissons de vous entendre. Merci, merci beaucoup. Rachik, c'est un plaisir d'être ici et de faire partie de Rise Africa. Il y a tellement de thèmes très intéressants à prendre en considération. Je vais partager mon écran. Et voilà, le mettre en plein écran. Est-ce que cela vous convient? Oui, c'est parfait, merci. Très bien, donc je suis heureuse d'être parmi vous. Je suis très intéressée par ce thème. Nous nous concentrons bien sûr sur les logements accessibles en tant qu'investissement essentiel dans les villes et je me réjouis de la discussion élargie parce que les maisons elles-mêmes, les logements eux-mêmes dépendent d'une ville qui fonctionne durablement, bien sûr. Je vais me concentrer. Je vais prendre un point de vue pour aborder ce sujet, pour définir comment nous définissons les opportunités et les défis en matière de durabilité de villes et de petites villes. Par exemple, lorsque quelqu'un perd ses clés et les cherche sous un lampadaire et que la personne lui demande pourquoi tu cherches sous le lampadaire et il dit c'est parce que là, il y a de la lumière, eh bien, je pense que nous devons faire attention
en matière d'ambition par rapport à la collecte de données dont on a besoin pour répondre à des questions que nous n'avons pas encore posées. Donc voilà ce que l'on tente de faire dans notre trust. Chaque année, nous publions un livre annuel, un rapport annuel. Je crois que nous en avons fait 11 jusqu'à présent sur le logement accessible. Et l'année dernière, nous nous sommes ouverts puisque au vu de la pression, de l'urbanisation, de la croissance que nous vivons, du PIB qui est très faible, des personnes qui vivent dans les bidonvilles et de la pression immédiate et expérience de la pandémie de la COVID-19, eh bien, ce qui est au centre de la problématique maintenant, c'est que nous devons faire mieux et plus pour donner accès à des logements accessibles avec beaucoup moins de ressources. Et ainsi, nous devons devenir de plus en plus efficaces dans notre travail. Et lorsque l'on parle de durabilité et comment cela s'imbrique avec les villes, eh bien, est-ce que la durabilité est une opportunité ou bien est-ce que c'est un défi? Et ce qui est intéressant, c'est lorsque l'on réfléchit et qu'on pense au logement accessible, eh bien, on pense que le logement vert est en fait plus cher et que cela n'est pas adapté aux logements sociaux ou autres, puisqu'il y a bien sûr le coût de capital pour construire les maisons vertes qui est des logements verts qui est plus élevé et cela est censé et le coût de ce logement est censé être plus bas puisque cela va être un logement accessible à tous. Mais lorsque l'on réfléchit à l'investissement initial, qui bien sûr donne le prix et la valeur de la maison au départ, il faut aussi réfléchir sur le long terme. Et c'est là que j'ai remercié les solutions de logement du Kenya, parce que nous collaborons avec eux sur ces projets. Eh bien, ce que nous faisons, c'est que lorsque nous regardons le logement accessible, et cela nous ramène au centre commercial que vous avez mentionné tout à l'heure, nous regardons le prix d'un logement qui a été construit par quelqu'un dans le secteur privé. Donc, ce que l'on calcule, c'est le pourcentage de foyers urbains qui ont potentiellement accès à un prêt. Alors, bien sûr, de tous les pays publient le taux de prêt, les taux d'intérêt, etc. Mais si ceci est disponible et que l'on peut y accéder par des foyers qui vivent dans des logements situés dans des lieux urbains, eh bien, comment est-ce que ces personnes et combien de ces personnes pourraient acheter leur maison? Alors, rouge veut dire très peu et vert veut dire beaucoup plus. Donc, vous voyez ici la panoplie qui est intéressante à droite. Donc, la maison la moins coûteuse était à Abuja l'année dernière. Une maison très peu chère à construire. Et si l'on pouvait construire cette maison partout dans le pays ou dans le continent, eh bien, on pourrait justement donner accès à des logements abordables à beaucoup de gens. Mais il y a encore, comme vous le voyez à l'écran, à droite, beaucoup de pays où le coût de la maison n'est pas l'unique solution au problème et que tout le monde ne peut pas acheter une maison ou un logement. Donc, bien sûr, clairement, les gens n'achètent pas leur logement auprès du secteur privé, mais achètent des logements individuellement. Et donc, on se demande quels sont les coûts en matière de durabilité de ce processus. Il s'agit de réfléchir de façon individuelle et réfléchie parce que les gens ont peut-être des moyens limités et mesurent l'investissement qui leur est possible, surtout dans des logements plus verts qui seront plus coûteux au départ. Alors, maintenant, lorsqu'on regarde les données, avec Real et 71.4, nous sommes embarqués dans une étude grâce à un grand nombre d'indicateurs qui vont, 172 je crois, qui vont vous
donner une idée à quoi ressemblent les logements dans certains pays pour que vous puissiez comprendre les logements abordables dans ces régions et ces pays. Et ceux-ci sont disponibles en ligne pour ces pays en particulier. Ce que nous savons bien sûr, c'est que les données collectées sont toujours limitantes. Alors, voici ce que nous avons collecté. Bien sûr, ici, c'est illisible, hein, on est bien d'accord, mais ce que l'on a fait, c'est que les indicateurs sont 115 indicateurs, pardon, qui sont catalogués selon les catégories à gauche, donc les terres et l'infrastructure, la construction d'investissement, les ventes et les locations, la maintenance et la gestion, l'environnement et l'économie et la demande. Et donc, c'est très intéressant de tirer les conclusions de ces études, mais nous n'avons pas pu obtenir tous les résultats des 115 indicateurs dans tous les pays. Ensuite, nous utilisons ces résultats pour faire du plaidoyer auprès des grandes banques, de la Banque mondiale, etc., et des constructeurs de logements et des gouvernements. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque les gouvernements au niveau national, régional et provincial ou départemental créent des données tout le temps. Donc, lorsqu'ils reçoivent des plans de construction, de planification urbaine, eh bien, ils savent combien de personnes souhaitent accéder à des logements. Et si on pouvait collecter ces données, eh bien, on aurait une vue d'ensemble des activités et des possibilités et des besoins. Donc, nous avons travaillé assez dur sur la récolte de ces données grâce à la collaboration avec des centres et des institutions de données nationales. Alors, c'est très intéressant, mais rien de tout ceci aborde la problématique de logement vert ou d'adaptation au climat. Donc, bien sûr, ceci ne prend pas en considération non plus la problématique de genre. Donc, ce que nous avons fait, c'est lorsque nous avons regardé le logement abordable, cela me ramène de nouveau aux centres commerciaux, eh bien, il y a très peu de données qui ont été désagrégées jusqu'à expliquer la problématique des logements abordables. Donc, on a pu analyser ces données en matière de logements généraux, mais pas du tout dans les détails dont nous avons besoin. Donc, si l'on réfléchit à ce que nous faisons et si nous réfléchissons à la problématique de durabilité, du vert et de logements abordables, certains praticiens dans le domaine disent que cela va juste accroître et augmenter le prix du logement. Mais nous, ce que nous avons dit, c'est que nous souhaitions comprendre l'impact du logement sur l'environnement et inversement, l'impact de l'environnement sur les logements. Donc, nous avons fait ceci en matière de processus de construction, la gestion et la maintenance du logement depuis sa construction. Et ensuite, nous avons réfléchi aux mécanismes ou interventions qui pourraient transformer le logement vers la durabilité. Donc, nous nous intéressons à l'empreinte carbone, par exemple, de la maison en elle-même et de son cycle de vie sur la durée. Donc, la construction, les matériaux, etc. Et ensuite, l'usage des services de la maison dans le temps. Alors, bien sûr, il y a des normes de certification qui ont été développées et qui soulignent l'importance de l'empreinte carbone lors de la construction de la maison, mais pas tellement lors de l'usage et de la maintenance de la maison. Et c'est vrai que l'usage de la maison est souvent fait par un foyer qui tente de juguler ses finances. Et lorsque EDGE devient une norme de certification, eh bien, peut-être qu'en fait, ceci sape l'accès à logement abordable par certains foyers. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de regarder
la contribution carbone également et l'impact de l'environnement sur les logements et les foyers. Donc, il faut réfléchir à où les gens vivent, quels sont les risques qu'ils prennent. Et ensuite, lorsqu'on regarde des villes et d'autres structures, eh bien, on sait qu'il y a des mécanismes pour répondre à ceci et comment nous gérons ça. Mais si nous regardons la dernière rangée tout en bas, nous réfléchissons donc à la politique, à l'accès au logement abordable, etc. Il y a bien sûr la problématique des politiques de régulation et du coût, bien sûr, de la construction de la maison, qui peut être très important. Alors, lorsqu'on utilise des matériaux locaux, eh bien, c'est bien moins cher que si l'on importe des produits. Et là, et matériaux. Et là, on peut réfléchir aux structures et à la chaîne d'approvisionnement et à la transformation dans le pays pour avoir accès à certains matériaux. Donc, nous pouvons regarder tous ces points dans un pays, ensuite dans une ville et ensuite dans un segment, par exemple, comment cela contribue ou impacte le logement social ou des foyers à revenus faibles. Par rapport au travail que vous faites, la question est quelle est la contribution moyenne mensuelle à une approche durable d'un foyer. Donc, je sais qu'en Afrique du Sud, ils ont fait une étude qui a porté sur le coût de vivre dans un logement vert et dans un logement qui n'est pas vert. Et il y a une différence et je pense que nous devons commencer à la communiquer. Donc, pour surmonter cet argument qui va contre le logement vert, qui est subtil mais qui est bien présent, eh bien, nous devons comprendre que le vert accroît l'accessibilité et l'abordabilité des logements et ne le diminue pas. Ne les diminue pas. J'ai bientôt fini. Je vois que j'approche la fin du temps qui m'a été imparti. Donc, si nous regardons nos données, nous nous concentrons bien sûr à haut niveau sur les données macro. Et vous regardez le cercle blanc et le cercle extérieur bleu foncé, eh bien, cela représente un pays. Cela ne vous dit pas ce qui se passe dans un lieu ou un autre. Et à ces niveaux de données, vous pouvez identifier la durabilité et la mesurer. Donc, nous avons développé cette initiative qui s'appelle l'initiative de l'accès ouvert, qui encourage les parties prenantes, investisseurs, constructeurs, etc., à partager leurs données pour que l'on puisse commencer à mesurer les 4 catégories que vous voyez ici. Donc, le coût des produits, donc bien sûr des produits verts, que ce soit en matière d'électricité, du solaire ou autre. Ensuite, le processus, les étapes, le coût et le temps, ensuite le public cible et ensuite la performance du marché. C'est là qu'il y a des indicateurs qui rentrent en ligne de compte. Et enfin, nous voyons le logo ici de nos partenaires au Kenya parce que nous collaborons avec eux. Et nous espérons que plus d'entités et d'organisations qui mettent en œuvre la construction de logements collaborent avec nous pour nous soumettre leurs données. Donc, juste pour terminer, si l'on réfléchit à ce que font les villes pour soutenir la durabilité de logements abordables, de la construction de logements abordables, eh bien, ceci est bien sûr pertinent, je crois, pour tous les pays, mais les villes jouent un rôle important en matière d'approvisionnement. Et je pense que cela ne doit pas être très difficile parce que lorsque ces villes reçoivent des candidatures de planification urbaine, eh bien, toutes les données sont contenues dans ces demandes. Donc, nous devons en profiter
et les utiliser. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne un instant. Donc, en plus de cela, on peut bien sûr réfléchir aux produits, au processus et à la performance. En matière de planification, de livrables, de services, de paiement pour services, etc. Il faut collecter toutes ces données et les partager. Et enfin, nous devons structurer les centres relating perhaps to density bonuses, the opportunity for retrofitting and conversions, and really recognizing that. And then that great linkage between smart billing, which also improves smart usage of services. Improving efficiencies at the local level, of course, relating to the speed of municipal approvals and the delivery of bulk infrastructure. And then, of course, governance and land use management. And then ways in which to leverage non-state capacity, because you did ask right at the beginning about the role of the state in all of this. And South Africa's state is relatively wealthy in relation to other governments across the continent. And we can't afford it as a government. So we really do need to leverage non-state capacity and make it easy for the private sector to invest. And while the government, cities, as well as provincial, national governments are leading in this way and really sharing information and making the sector much more transparent, broadening that light that spreads. Private sector can also start to participate and engage in this open access platform. And just to conclude, for me, this is really the bottom line, is that when we compete on how we access our data, rather than how we're using it, we're also wasting resources. And if we have to pay attention to, we have to accept that we're living in a world right now and will continue forever. It's not going to change, that we have to do way more with increasingly less and less and less. We improve our efficiencies, well, then we should be sharing much more. So I'll stop there. Thank you so much. Thank you so much, Casey. I already have a few questions myself, but I'll save some of those. Merci beaucoup. J'ai des questions moi-même sur votre présentation. Avant de passer au prochain intervenant, j'aimerais saluer les participants qui ont envoyé leurs contacts: Lorenzo, Tania, Rachid, Ruth, Helena. Et donc, continuez à nous dire qui vous êtes, parlez-nous de votre travail. Moving from an African-wide discussion back to South Africa, we have Samantha Naidu from the City Support Program who will speak. Prochain intervenant du City Support Program qui va nous parler du programme de partenariat et à la trésorerie nationale, c'est la banque du gouvernement qui finance la transition dans les différents ministères. Ce programme, si j'ai bien compris, a pour but de soutenir les villes, les villages, afin de faire de meilleures décisions en matière d'investissement, pas simplement pour le logement, au niveau du financement des infrastructures, les CAPEX, les financements opérationnels. On prépare des projets catalytiques et la gestion des lieux où ces investissements sont réalisés. Samantha, parlez-nous de la perspective sud-africaine et du Trésor national, la trésorerie nationale, sur le financement de projets qui améliorent la qualité de vie et aident les villes à faire des investissements plus durables. Merci, Rachid. Excusez, Colin Sekele, directeur du partenariat pour le développement des quartiers. Je travaille sur un programme similaire à la trésorerie, mais nous travaillons main dans la main pour soutenir les villes. Comme vous l'avez dit, le sujet principal de notre travail
concerne le fait de soutenir les villes pour qu'elles prennent des décisions d'investissement qui soient bien influencées pour s'assurer que les municipalités, sur le long terme, s'intéressent à la durabilité de ces décisions d'investissement, notamment en matière d'infrastructure. Et il a été intéressant d'entendre la présentation de Kesha. Pour nous, les données sont également cruciales. Et nous avons eu de nombreux partenaires pour soutenir notre travail avec les municipalités, notamment dans l'espace métropolitain. Et nous nous sommes intéressés aux données sur les villes, les différents indicateurs, et comment les villes peuvent utiliser ces données, ces indicateurs. Souvent, les villes ne savent même pas ce que sont les données collectées par les autres départements et donc ne peuvent pas les utiliser dans leurs décisions et leur urbanisation. On s'est également concentré sur des données économiques, la manière dont le secteur privé investit et comment les villes peuvent utiliser ces données également dans leur prise de décision. Je vais avancer un petit peu. Concernant l'approche du Trésor national et en matière de développement des quartiers, le soutien qu'ils apportent aux villes et aux villages, il faut se pencher et répondre à une grande variété de défis, parfois au niveau national, mais qui ont également un impact, comme vous l'avez dit, au niveau des villes et des villages. Sans oublier, bien sûr, le niveau national, lorsqu'on parle d'inégalité, de chômage, de pauvreté et de croissance déclinante, tous ces sujets sont tout à fait pertinents au niveau municipal également. Et donc, la question, c'est de savoir comment ces villes peuvent s'attaquer à ces questions et répondre à leur mandat, remplir leur mandat de service public, en offrant ces services aux communautés et à leurs citoyens. Et depuis quelques années, ces défis économiques ont été particulièrement exacerbés par les différentes crises auxquelles les municipalités ont fait face, notamment la pandémie de Covid-19, qui a eu un grand impact sur les financements, la durabilité et les services offerts par les municipalités. Et Kesha y a fait référence également. Ces défis ont été particulièrement exacerbés par le changement climatique et les différentes catastrophes. Au Cap, il y a eu des crises liées à l'eau. Et plus récemment, les inondations également ont eu un impact significatif. Et cela influence désormais les décisions des municipalités en matière d'investissement pour leurs infrastructures notamment. Et comme vous pouvez le voir, d'ici à 2030, les catastrophes coûteront plus de 300 milliards de dollars aux municipalités et aux villes. C'est plus que le PIB de l'Afrique du Sud. Et on se rend compte que ce sont les plus pauvres urbains qui sont les plus vulnérables et exposés à ces catastrophes. Et donc, les municipalités font face à de nombreux défis par rapport au changement climatique. Elles doivent gérer les impacts financiers de celui-ci, gérer également les défaillances des infrastructures, les interruptions de services aux communautés, mais également, elles doivent également reconnaître que les pauvres, les plus vulnérables des communautés, s'appauvrissent encore et sont de plus en plus impactés par le changement climatique et les défis climatiques auxquels nous faisons face. Voici quelques images de ces dernières semaines. C'est
je pense, tout à fait lié à ce sujet de prise en main, de la manière dont on peut apporter des réponses au climat à travers des investissements durables et à quel rythme. Et depuis quelques années, afin de soutenir les municipalités, nous avons essayé de voir comment, dans certains de ces grands centres, il y a une croissance déclinante. Et ce déclin de la croissance a été exacerbé par l'aménagement spatial assez inégal dans nos villes. On en parle depuis de nombreuses années. Et il y a certes quelques petits changements en cours, mais l'échelle du changement n'est pas adéquate. Depuis 25 ans, nous avons un nouveau type de démocratie, mais on observe toujours les centres urbains et un aménagement du territoire dans nos villes qui est toujours très fragmenté et inégal. Et cela exacerbe les difficultés liées à la durabilité et à l'abordabilité. Et certains des programmes mis en place par le gouvernement ont même approfondi ces problèmes et n'ont pas pu s'attaquer aux causes de cette fragmentation de nos villes. L'année dernière, il y a eu des élections au niveau local, mais avant et après ces élections, les défis des villes au niveau des gouvernances ont persisté. Il y a des gouvernements de coalition, mais la plupart de ces gouvernements n'ont pas pu améliorer les services publics et leur efficacité. Et comme je l'ai dit plus tôt, la dimension liée au changement climatique a également un impact et rend ces projets de développement encore moins durables. Alors, au niveau national particulièrement et en collaboration avec les municipalités, notamment les plus grandes villes, nous avons essayé au niveau du gouvernement de nous concentrer sur cet agenda de l'intégration spatiale. Et Kasia en a parlé tout à l'heure, l'accès à un logement abordable, le manque de logements abordables et les différents défis que l'on rencontre dans l'espace des villes. Et je crois que Rachik a parlé d'une amélioration de la mobilité, des transports publics et de la manière dont on peut faire en sorte que tout ce système fonctionne ensemble. Il n'y a pas qu'une question de logement ou de transport. C'est vraiment l'intégration de ces différents systèmes qui pourront créer ce changement que l'on souhaite. Et d'un point de vue national, comment les villes, la manière dont les villes font cela est un aspect crucial parce que ce sont les villes qui gèrent cette question des installations des personnes qui doit être plus efficace. Nous avons également travaillé sur l'extension d'investissements dans les infrastructures clés. On a parlé de l'eau, de l'électricité. Et il y en a qui se demandent si à 5 heures, ils auront encore de l'électricité. Eh bien, cela a un impact sur les services et on le voit notamment pour les entités étatiques, leur fonctionnement, mais également au niveau municipal. Et une autre problématique, on dit souvent que les gouvernements ne peuvent pas faire cela seuls, et les investissements du gouvernement sont dirigés dans certains domaines spécifiques ou dans des interventions sur lesquelles se concentre le gouvernement. Et donc, il y a beaucoup de questions sur la manière dont on peut intégrer des financements privés pour soutenir ces interventions et faire en sorte que les municipalités travaillent avec le secteur privé également afin d'étendre leurs ressources. Au niveau du Trésor national, nous avons souhaité travailler sur l'élargissement de la participation des institutions
financière dans ces activités. Nous nous sommes penchés sur le cadre réglementaire, comment développer les institutions financières et les institutions commerciales pour qu'elles jouent ce rôle et comment les gouvernements peuvent permettre cela et les intégrer au financement, notamment des infrastructures au niveau des gouvernements locaux. Nous nous sommes également penchés sur l'innovation, les instruments financiers au niveau de la trésorerie nationale, pour que ces différentes instances travaillent ensemble afin de travailler sur ces outils de financement au niveau du territoire. Il y a également d'autres initiatives, notamment Infrastructure South Africa, au niveau de la présidence. Il y a également un fonds pour les infrastructures. Et au niveau de la trésorerie nationale, nous avons souhaité soutenir les municipalités pour relier ces différents acteurs, que les municipalités puissent avoir accès à ce genre de plans nationaux. Un autre aspect dont je voulais parler concerne l'environnement politique et réglementaire. Nous nous sommes intéressés à l'harmonisation en matière de planification, en matière réglementaire, les réformes fiscales, le suivi. Et je pense que cela est lié également à la présentation de Kesha. Alors, les priorités sur lesquelles nous avons travaillé avec les municipalités concernent l'intégration spatiale, l'investissement dans des infrastructures clés, en ciblant certaines régions, certains quartiers, pour voir les endroits les plus peuplés qu'il faudrait cibler. Nous avons également travaillé sur la gestion et la maintenance des infrastructures. C'est un sujet clé, j'en ai déjà parlé, mais également nous pencher sur les petites et les entreprises locales, notamment en matière de développement économique dans les townships qui font partie de notre programme. Le programme de développement des quartiers inclut 2 systèmes de bourses ou de financement qui soutiennent les villes. Mais les bourses ne sont pas le seul travail que nous faisons et nous travaillons pour intégrer les investissements du privé également, puisque dans les plus grandes villes, on part du principe que ces villes peuvent avoir un revenu plus élevé et qu'ils n'avaient pas besoin de secteur privé puisqu'ils pouvaient trouver d'autres sources de financement. Et ça, c'était un des objectifs du programme. À l'heure actuelle, le programme travaille sur environ 57 hubs. Il y a 37 hubs déjà existants, des villes intermédiaires, mais également certaines des plus grandes villes. Et nous avons 20 nouveaux hubs. Les hubs sont des sites, des bâtiments sur lesquels nous travaillons avec les municipalités. Plus largement, nous nous intéressons à des réseaux régionaux et urbains. On se concentre sur la planification pour voir où les investissements doivent être ciblés et on travaille également à un niveau plus bas pour voir à quel niveau les investissements doivent être réalisés sur des projets catalytiques. Je fais attention à ne pas dépasser le temps, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Le travail de développement catalytique que nous faisons s'est concentré sur le fait d'aider à la préparation des projets et à une meilleure gestion des portefeuilles de la part des municipalités. Par le passé, on a vu que de nombreux investisseurs indiquaient qu'ils souhaitaient investir dans la ville, investir dans des projets, mais qu'ils n'avaient pas de visibilité sur les projets des gouvernements, notamment au niveau municipal. C'est pourquoi on se concentre à aider ces villes pour qu'elles développent ces projets, ces viviers de projets, afin de rendre cela possible. Et une fois de plus, il s'agit d'utiliser des leviers financiers en se concentrant sur les investissements qui soutiennent cette transformation
notamment dans les municipalités et dans le pays où la croissance est en déclin à la suite du Covid. Il manque cette reprise économique dont on a besoin dans nos villes et dans le pays. Nous avons travaillé avec certaines villes sur le fait de revitaliser l'industrie notamment, mais également sur la manière de mieux planifier le développement économique des townships afin de répondre aux besoins dans ces régions également. Voici quelques points clés. Le vivier de projets, s'assurer que les projets ne sont pas des éléphants blancs, mais plutôt des projets où les communautés, le public participent, et qui seront utilisés par les communautés. Et lorsqu'une municipalité investit, un aspect clé, c'est également la création de revenus à partir de cet investissement. Donc, il faut les aider, nous les soutenons en ce sens. J'ai parlé de la question du format des projets, le packaging. Ça a été une lacune importante dans notre système d'investissement en matière d'infrastructure notamment. Les infrastructures résilientes au climat, ça j'en ai parlé, c'est nécessaire et nous travaillons actuellement avec les 8 métropoles afin de ficeler des projets qui incluent des infrastructures résilientes au climat. Voici quelques exemples des projets dans ces métropoles sur lesquels nous travaillons. Et intégrer la question du climat dès le début, dans les étapes précoces de la conceptualisation des projets, ça, c'est un sujet nécessaire également. En conclusion, certains des défis et des leçons qui ressortent de ce travail, c'est que la gouvernance est cruciale dans nos villes. Cela a un impact direct sur les communautés. Et le manque de gouvernance et de vision claire crée une concurrence entre les différentes priorités dans la ville. Et ça ne fonctionne pas lorsque les différents départements sont en concurrence dans la municipalité pour trouver des financements. Et donc, une vision claire et un leadership au niveau des villes est important. Et cette vision doit ensuite prendre en compte et intégrer les financements nationaux, régionaux et du privé. Et cela est lié au sujet dont vous avez parlé tout à l'heure, la prise en main. Et nous pensons que les municipalités, les leaders dans les municipalités peuvent avoir cette prise en main de la situation pour faire en sorte que les villes durables de l'avenir puissent bénéficier de cette gouvernance et de cette prise en main. Il y a également des défis techniques et il faut faire face à ces défis lorsqu'on parle d'investissement, que ce soit un manque de capacité dans plusieurs villes, l'incapacité à travailler de manière horizontale entre les différents départements, et nous savons qu'il y a également des difficultés en matière d'achat. Je pense que la Trésorerie nationale prend ces sujets très au sérieux. Il y a également un aspect clé, à savoir qu'on essaye de faire du développement, mais les parties prenantes ne pensent pas à cet aspect parfois. Alors, comment faire en sorte que les communautés participent à ces processus? Et à la Trésorerie, nous soutenons les municipalités en matière de programmes de développement économique, mais également sur le logement et les camps informels pour les améliorer, etc. Un autre point que je souhaitais mentionner, c'est l'émergence nécessaire de champions. Des choses se font
lorsqu'il y a des gens qui sont en mesure d'être des pionniers, des champions. Bien sûr, on souhaite avancer, mais ce qui est nécessaire, c'est d'avoir cette relation entre les représentants de la municipalité, les communautés, pour qu'il y ait en fait ces relations qui sont une force du changement pour les projets, les programmes au niveau des villes. Et on a également besoin de voir un certain niveau de créativité, que ce soit en matière d'urbanisation, de planification. Il y a eu beaucoup de discussions sur le sujet. On a également besoin de créativité en matière de financement pour avoir des mécanismes d'investissement et on a besoin de créativité également dans la gestion de ces investissements. Ça, c'est un aspect crucial. Et je pense qu'il y a beaucoup de municipalités qui sont bien plus ouvertes maintenant à l'idée de créer des partenariats et de faire preuve de créativité en s'inspirant du secteur privé, de la communauté. Voilà quelques exemples de ce qui a pu être réalisé avec ce programme dans les différentes municipalités. Je vais conclure là-dessus, Rachid. Merci beaucoup, Samantha. J'ai également quelques questions, mais il faudra que je les garde pour la fin. Et j'espère que nous pourrons parler un peu des différentes images que vous venez de nous montrer. Certaines concernaient l'intégration de parcs dans certains quartiers. Alors, le prochain intervenant, Kioi Wamba, co-directeur du IHS au Kenya. Les IHS, ce sont les solutions internationales de logement. Il a plus de 28 ans d'expérience dans le domaine de la construction du bâtiment. Le son de l'intervenant a été coupé. Allô? Internet cut out, but he'll be joining us again shortly. Hello, can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi, j'ai été déconnecté, mais je suis de retour. Vous avez donc 28 ans d'expérience en Asie, au Moyen-Orient. Vous travaillez avec des entreprises de construction, dans l'immobilier. Et donc, vous comprenez bien pourquoi on ne finance pas suffisamment le développement urbain de manière inclusive, durable, dans l'espace urbain et dans les villes. Merci beaucoup de nous rejoindre. Merci beaucoup pour votre invitation. J'espère que vous pouvez m'entendre. Bonjour à toutes et à tous. Je suis basé à Nairobi, au Kenya, et comme cela a été dit, je travaille avec l'IHS Kenya. Nous avons commencé nos travaux en Afrique du Sud, mais nous parlerons un peu plus tard de l'entreprise. Tout d'abord, nous travaillons dans le domaine du logement abordable depuis plusieurs décennies et une grande partie de notre stratégie se base sur les indicateurs macroéconomiques du continent. Nous ne sommes pas tout à fait panafricains. Nous avons travaillé beaucoup en Afrique du Sud, maintenant en Afrique de l'Est, et nous capitalisons sur notre expertise et nous étendons sur le continent. Mais beaucoup de notre travail est basé sur la situation macroéconomique. Et donc, je voudrais vous parler de certains sujets clés qui ont défini nos activités et ils sont liés au sujet des villes, comme on en a parlé jusqu'à maintenant. Tout d'abord, les chiffres. Et la leçon principale qui ressort de cela, et on en a parlé dans les statistiques,
c'est ce qui a été mentionné par le président de la Fondation climatique africaine. L'Afrique grandit dans tous ses aspects. La population grandit. Et contrairement à d'autres régions comme l'Europe, notre démographie montre bien que les jeunes sont une composante très importante de notre population. Deuxièmement, nos économies grandissent, elles croissent très vite, certaines plus vite que d'autres, mais malgré cela, nombreuses économies grandissent et croissent vite. Les revenus par foyer augmentent également. Quatrièmement, l'urbanisation. L'urbanisation croît de manière significative et il y a également la question de l'éducation. Et tous ces sujets sont interconnectés d'une manière ou d'une autre. Et j'espère avoir pu relier ces différents sujets à la fin de ma présentation. Voici quelques chiffres sur la croissance des villes africaines. Dans les 40 années à venir, certaines populations de villes auront triplé. Et donc, c'est le même message sur ce sujet. Je vais me concentrer un peu sur ce sujet qui est assez important. Comme cela a été dit, le taux d'urbanisation croît au rythme de 3,2% par an et d'ici à 2030, 50% des Africains devraient vivre dans des villes. Un aspect très important, c'est également le fait que le continent a besoin de 93 milliards de dollars par an pour financer ses besoins en infrastructure. Et lorsqu'on regarde l'investissement en capital depuis 40 ans en Afrique, il correspond à environ 20% du PIB. Lorsqu'on regarde l'Asie de l'Est sur cette période, cela correspondait à 40%. Et donc, ces chiffres sont très parlants et montrent bien l'effet que cela a sur la construction de nos villes et leur urbanisation. Et un des avantages qu'on a pu identifier lorsqu'on regarde la question de l'urbanisation, c'est qu'il y a une corrélation entre l'augmentation de l'urbanisation et l'augmentation du PIB. 30% du PIB est lié à cette urbanisation. Les villes créent ce développement, plus il y a de villes, plus il y a de développement. Et concernant les régions rurales, plus elles sont urbanisées, plus on en sort. Et on voit que l'urbanisation améliore également l'accès aux services financiers, ce qui est très important. Et donc, dans notre domaine, c'est un sujet très important. Et ces facteurs ont tous un rôle à jouer. Plus les villes sont urbanisées, plus il est possible pour les personnes de développer leurs activités commerciales. Les gouvernements, ça c'est une autre composante clé. Comment est-ce que les gouvernements peuvent aider sur ce sujet? Tout d'abord, le développement de certaines villes spécifiques. Il faut accélérer les capacités d'investissement. Et le troisième point concerne les gouvernements locaux. On a beaucoup parlé de décentraliser. Plus les gouvernements sont décentralisés, plus ces questions de développement sont transférées aux gouvernements locaux, plus il y a de développement. Il y a pas mal d'exemples sur le sujet et je pense que le Kenya en fait partie. C'est un exemple où le gouvernement a décentralisé l'administration au comté et depuis 10 ans, on a eu des évolutions visibles, significatives. Beaucoup de villages ruraux ont grandi grâce à de nombreux investissements en matière d'infrastructures, dans l'agriculture. Et plus généralement, on voit que le bien-être économique de ces petits villages a augmenté. Alors, les solutions internationales, notre organisation, où en sommes-nous? On se concentre sur les villes principales.
Nous travaillons beaucoup sur la question de bâtiments efficaces en énergie. La plupart de nos bâtiments sont certifiés. Nous avons levé quasiment 600 millions de dollars auprès des investisseurs institutionnels. Nous avons plus de 28 000 logements. Au Kenya, on peut voir qu'il y a une demande annuelle de 250 000 logements. Mais si vous regardez à gauche, vous verrez que en orange, on voit la demande annuelle pour des logements abordables. En bleu, c'est la demande pour des logements de luxe. Lorsqu'on regarde l'offre en matière de logements abordables, elle est très basse. Il y a eu beaucoup de demandes sur le marché pour des logements abordables. Et comme je l'ai dit, ce qu'on observe, c'est que les composantes macroéconomiques ont un impact très important. Nous avons une stratégie sur le développement. On développe avec des développeurs locaux dans des villages ou des villes où on crée des partenariats avec ces acteurs. Nous les aidons à trouver des financements au niveau local. Et pour les autres types de développeurs, on les aide à trouver leur financement. Et ensuite, on peut racheter les logements au bout de 18 mois. Et d'ailleurs, c'est un parcours très intéressant. Et je pense qu'un des sujets clés qui font partie de nos priorités, c'est les marchés. On comprend bien mieux les marchés ainsi. Et lorsque je parle du marché, je parle du coût des matériaux notamment, puisque avec le Covid et la situation en Ukraine, les coûts ont sérieusement augmenté, ce qui a été très problématique pour nous depuis plusieurs mois. Mais il est très important de comprendre le marché d'un point de vue de la demande, du coût, de l'offre, pour bien comprendre qui on cible, combien ces personnes gagnent par mois, les sujets liés à l'urbanisation. Et d'ailleurs, Kesha a mentionné quelques sujets, et je la rejoins. Au Kenya, contrairement à d'autres pays, la question des terres est très problématique. Beaucoup des terres, des surfaces sont privées. Et donc là, il y a des sujets également de propriété des terres. Il y a également un sujet lié au financement. Le financement, c'est la première ligne. En matière d'infrastructure, parfois on voit qu'il n'y a aucune infrastructure dans certaines régions et elles sont quasiment toujours financées par les gouvernements. Si on les finance, eh bien, cela a un impact sur l'abordabilité. Et il y a également la question de savoir comment aider les personnes ensuite à acheter ces logements une fois qu'ils ont été construits. En Afrique du Sud, par exemple, souvent les prêts immobiliers ne sont pas des outils financiers très utilisés en matière d'accès aux logements abordables, parce que ce type de prêt n'est souvent pas abordable. Et donc, il y a pas mal de travail à faire pour trouver des manières de permettre aux personnes de louer ou acheter. Voilà, c'était un aperçu rapide de notre travail et de la manière dont ces sujets liés à l'urbanisation ont un impact dans nos activités. Ce sont des sujets qu'on ne peut pas ignorer et qu'il faut prendre en compte lorsqu'on développe nos stratégies. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci à Karine, Kessiane, Samantha et du message de Salim tout à l'heure. Il y a un grand nombre de questions que j'ai moi, mais nous allons répondre à une question de Karen Abrahams. Je ne sais pas si vous souhaitez intervenir oralement ou est-ce que je peux le faire pour vous puisque vous l'avez écrit dans le chat. Merci beaucoup.
Je suis Caroline Brands de l'école de gouvernance. Vous pouvez lire la question là, mais en fait, c'est une question concernant la tendance de l'intervention extra-étatique dans les urbanisations résidentielles. Est-ce que cela découle d'un manque de confiance dans les processus étatiques? À quoi cela est dû? Lorsque les développements résidentiels sont identifiés et effectués dans certaines zones, est-ce que l'on peut justement trouver du soutien ou trouver des structures de développement de la ville au-delà des zones prioritaires? Je sais que c'est une question un peu dangereuse, mais ces développements émergent partout et ont augmenté avec le temps. Les gens ont leur propre financement et souhaitent créer leur propre zone de voisinage, je dirais. Merci. Okay, thanks. Oui, je vais prendre cette question. Oui, alors, c'est très intéressant de réfléchir au rôle de l'État, bien sûr, et comment on donne les moyens aux communautés de participer. Je crois que de plus en plus de gouvernements et de municipalités reconnaissent le besoin de collaborer avec les communautés. Je crois que les municipalités, de manière générale, selon leur fonctionnement, souhaitent avoir une vue d'ensemble sur la planification urbaine de l'espace. Mais je crois qu'il y a eu certains engagements réussis, mais pas beaucoup, lorsque les municipalités ont permis aux communautés de prendre en main l'urbanisation tout en apportant leur soutien. Mais bien sûr, le gouvernement ne travaille pas normalement comme ça et cela représente un défi. À un certain niveau, on dit que l'on veut de la participation, on veut des agences, des communautés, des organisations, et d'un autre côté, on les repousse. Donc, nous n'avons certainement pas trouvé l'équilibre à ce niveau. Et je crois que nos programmes de soutien à la ville, de planification, de mise en œuvre à travers le travail que nous faisons sur le développement économique, nous tentons de façon créative et innovante de juguler les deux et de composer avec d'autres officiels qui collaborent avec d'autres institutions et qui n'arrivent pas toujours à obtenir gain de cause et à intégrer le travail de leur agence dans le travail, les volontés de cette communauté. Je sais que je ne réponds pas vraiment à votre question, mais voilà les réalités de cette situation et cela empêche les gens d'établir ce genre de collaboration, mais au niveau institutionnel, cela est vrai également. Donc, il serait intéressant de voir comment dans d'autres villes en Afrique, comment est-ce que l'on équilibre ce genre de possibilités et comment on fait en sorte que les gens prennent et s'approprient les financements de leur communauté.
Alors, Samantha, il y a peut-être une possibilité d'évolution en matière de relations pour que ce ne soit pas toujours une relation parent-enfant ou instructive ou top-down. Maintenant, est-ce que l'on réfléchit à ces questions un peu dangereuses? Je me demande toujours ce qu'il en est du pragmatisme et du progrès. Nous avons un très bon graphique. Surtout pour un ou deux centres, des hubs où il y a des projets qui sont comme des vitrines pour d'autres projets. Tous ne sont pas bons. Il y a différentes formes, tailles et autres. Les programmes tels que les organisations ou autres sont également intéressants. Lorsqu'on regarde le CAP ou autre, on voit qu'il y a des hubs de travail, des centres de business, on va dire, mais on ne peut pas y accéder en transport public. Et il n'y a aucun logement social ou logement abordable dans les environs de ces lieux. Donc, comment est-ce que l'on peut composer avec ça? Je peux vous proposer toutes sortes de parkings, par exemple, disponibles pour ce genre de logement accessible demain, parce qu'ils sont là, inoccupés, mais comment est-ce que l'on trouve des solutions à ce genre de problème? Où est-ce qu'on peut être sûr de pouvoir prendre les transports publics en sécurité pour améliorer ceci dans les bidonvilles? Voilà, il y a toutes sortes de questions qui sont très, très complexes. Et je pense que le pragmatisme et l'aspect pratique devrait primer, ce que nous ne voyons pas toujours. Est-ce qu'il y a des besoins d'accord? Parce que si on ne peut pas diriger les investissements à petite échelle, voilà, je ne sais pas si c'est une question, mais lorsque je réfléchis, est-ce que je peux prendre un bus pour aller de point A au point B à toute heure de la journée? Est-ce que je peux me rendre du point A au B à pied? Et donc, je me demande très souvent ce qu'il en est de l'écart par rapport à la qualité de vie et des exemples de Durban où je vis et où je travaille, où il y a plein d'exemples de ce que je mentionne. Donc, que faire? Il faut réfléchir dans le détail, mais dans une vue d'ensemble également. Oui, eh bien, je ne peux pas répondre à cette question non plus. Je n'ai pas pu le faire et du point de vue de la trésorerie, bien sûr, c'est ce que nous souhaitons voir. Et nous luttons avec toutes sortes de problématiques, de soutien technique, par exemple. Nous tentons de jongler avec les politiques nationales de certains départements et puis les outils financiers également. D'un côté, la trésorerie a tenté de regarder tout ceci d'un œil critique pour évaluer la différence, l'impact. Et je peux dire que certains collègues se questionnent à répétition pour comprendre l'impact qu'ils ne constatent pas, que l'on n'a pas. Et nous supposons que nous travaillons ensemble également. Et en tant que gouvernement, nous tentons de rectifier les choses. Mais il y a beaucoup de systèmes, de processus. Et puis, il y a des besoins d'amélioration également. Et je crois que nous demandons à notre municipalité un engagement
et un travail à travers toutes les sphères gouvernementales pour arriver aux objectifs. Et comment est-ce que le secteur public est impliqué, comment est-ce que les communautés sont impliquées. Et dans beaucoup d'exemples, eh bien, les villes elles-mêmes ne travaillent pas ensemble. Donc ça, c'est également un défi. Donc, je crois qu'il y a des suppositions autour du travail et de la collaboration qui, parfois, n'est pas ce que l'on pense. Les systèmes et les processus ne sont pas toujours ce que l'on pense, ne sont pas toujours fonctionnels et parfois, je pense qu'il faut réfléchir à la municipalité, à l'information dévoilée, à la budgétisation et je pense que l'effet désiré n'est pas toujours l'effet obtenu parce que il y a des municipalités qui ont des grands besoins et il y a un grand défi. Car nous nous posons la question suivante, est-ce que nous retenons, nous empêchons les gens d'obtenir ce qu'ils méritent le plus? Donc, je pense que il y a des actions à prendre de la part du gouvernement au niveau des villes, mais nous luttons pour certains objectifs, mais il s'agit beaucoup de la planification et nous sommes coincés au niveau de la mise en œuvre. Et nous n'avons pas toujours les bons modèles, les bons outils, les bons instruments au niveau de la mise en œuvre pour rendre celle-ci effective. Très bien, je vais arrêter de vous embêter avec toutes mes questions. Il y a de très bons éléments et des éléments intéressants parmi ces questions. Je souhaite juste clarifier, Kezia, il y a une diapositive qui disait qu'est-ce que les fonds et les défis qu'est-ce qu'ils apportent comme contribution? Et donc, par rapport aux solutions de logement, par rapport à si un logement, par exemple, ne répond pas aux besoins en matière de logement accessible, eh ben, qu'est-ce qu'il en est? Comment est-ce que l'on aborde cette problématique? Donc, deux questions. La transparence et puis les fonds et les défis. Oui, très bien. Je me suis dit que je pouvais remettre cette image pour que vous la voyez plus clairement. Donc, ce que j'essayais de montrer étaient les cercles qui détaillent les projets eux-mêmes. Et l'un de ceux-ci est donc l'expérience et la possibilité de partager ces données avec l'investisseur. Et pourquoi celles-ci ne sont pas partagées au niveau public? Premièrement, ils sont très occupés, je dirais. Ils ne sont pas engagés dans le processus de partage d'informations. Et c'est pareil pour les fonds et les fonds des initiatives de fonds d'initiatives de développement, les défis. Je pense que souvent, ils ne partagent pas leurs informations de leur investissement parce que, eh bien, ils sont très occupés. Ils sont occupés à autre chose et se concentrent sur des aspects plus importants pour eux. Cela dit, ou la deuxième raison, pardon, c'est que certaines de ces informations sont exclusives, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à
une entité ou une autre. Donc, il y a, je ne sais pas, toutes sortes de possibilités, comme un accès privilégié à un matériau ou encore des données qui appartiennent, qui relèvent du domaine privé et qu'ils ne souhaitent pas partager. Et bon, ça, c'est seulement honnête, hein, je dirais. Ils veulent arriver à leur réalisation, à leurs objectifs, et ils y arrivent. Et nous souhaitons qu'ils y arrivent également. Et s'ils n'y arrivent pas, nous n'aurons plus d'investisseurs et ensuite les logements ne seront pas construits. Donc, parfois, lorsqu'il y a des choses secrètes qui figurent dans un paragraphe, sur la page 23 par exemple, eh bien, de mon expérience, ceci veut dire qu'il y a un gaspillage de ressources parce que cela n'est pas utilisé ou exploité par les consultants qui font tous un peu le même travail. Donc, plutôt de proposer justement ces informations et de les mettre dans le domaine public, puisqu'elles figurent dans un rapport, eh bien, on se bat, on lutte et on travaille tous chacun de notre côté. Il y a la concurrence qui nous empêche d'être efficaces. Je crois que la concurrence est un défi pour la magie du développement. Donc, je comprends qu'il y a des développeurs et des investisseurs qui ne souhaitent pas tout révéler. Et même si je souhaite dire que la magie est dans la mise en œuvre et pas la planification, eh bien, on pourrait tout partager parce que ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est que c'est ce que l'on fait de l'information, pas l'information elle-même. Maintenant, à moyen terme, il y a beaucoup de choses que l'on ne partage pas parce que cela ne nous arrange pas. C'est en fait pas simple et il faudrait qu'on trouve un moyen plus simple de partager. C'est dommage parce que nous pourrions mieux fonctionner. Si moi, j'avais tous les détails par rapport à 5 développements et le coût des produits, eh bien, je pourrais justement mieux trier les projets ou encore avoir des repères et des références et je pourrais me rendre compte qu'un investissement ailleurs est peut-être un meilleur investissement. Donc, je pense que ce serait intelligent. Et ceci permettrait peut-être également aux développeurs d'améliorer leur taux de succès parce qu'ils comprendraient mieux l'utilité de leurs actions. Maintenant, par rapport à la rétention d'informations qui est effectuée dans un rapport, qui va seulement aller à un investisseur ou autre. Ensuite, il y a peut-être la possibilité d'informations qui révèlent qu'il y a une problématique dans le bon fonctionnement de la chaîne, eh bien, je pense que ce serait bien d'avoir cette information parce que moi, j'aimerais bien informer la ville de cette problématique qui a été soulevée, identifiée ou autre pour qu'on y remédie. Et souvent, les services ne peuvent pas agir sur des informations qu'ils n'ont pas. Donc, souvent, on pense qu'on ne va pas aller travailler dans une ville, par exemple, parce qu'elle est tellement lente en matière bureaucratique, mais la ville n'est pas au courant. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui sont cachées, qui devraient être rendues publiques. Par rapport à la transparence du marché et des opportunités, eh bien, je pense qu'il faut réfléchir. S'il est plus facile de construire des maisons plus chères et de meilleure qualité, eh bien, les développeurs vont faire ceci, bien sûr. Et donc, ils ne vont pas construire des logements abordables, peut-être parce que c'est plus compliqué de le faire.
Et donc, ce que la ville peut faire dans ce contexte, c'est de changer certaines de ses exigences ou critères. Et il est parfois difficile pour les villes de comprendre ceci. Et si la ville doit se rendre compte de cette information, de cette réalité, et doit bien sûr remédier à cette situation. Alors, il y a beaucoup de travail sur le logement abordable sur le continent et on ne comprend pas pourquoi c'est dysfonctionnel. Bien sûr, nous nous concentrons sur le besoin des populations. C'est ça qu'est le marché dominant aujourd'hui. C'est le marché le plus important. Et si on ne comprend pas les luttes que les développeurs ont pour répondre à ce besoin, eh bien, les villes vont devoir réfléchir à comment réparer ceci et y remédier. Et si les développeurs ne s'engagent pas dans un marché parce qu'il y a une meilleure opportunité ailleurs, eh bien, la ville doit avoir le pouvoir de les amadouer grâce à des informations pour attirer l'attention à ce marché en particulier. Merci, Kezia. Je sais qu'il y a donc les solutions internationales de logement qui lèvent des fonds auprès de plusieurs investisseurs pour des fonds en particulier et des raisons toutes particulières. Je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais qu'en est-il de cet échange? Si vous vous concentrez sur des logements abordables qui sont plus durables dans des villes ou des petites villes, comment est-ce que vous présentez les projets? Est-ce que ce sont des investisseurs, des entrepreneurs privés ou autres? Comment est-ce que les contributions sont-elles déterminées? Est-ce qu'il s'agit de regarder tous les chiffres? Est-ce qu'il y a un autre dialogue qui émerge? Ou est-ce que je suis en train de tout simplifier? Merci. Je crois qu'il y a plusieurs réponses à ceci. Je crois qu'il y a beaucoup de fonds disponibles. Les fonds sont segmentés. Il y a différentes catégories d'actifs. Et il y a bien sûr la composante de financement et l'aspect de l'impact. Comme je l'ai dit, nous sommes très verts. Nous travaillons sur l'énergie. Et cela fait qu'il y a des investisseurs qui investissent uniquement dans des développements verts. Et donc, les logements abordables ne sont pas toujours pris en compte. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous devons réfléchir et discuter avec les investisseurs pour leur présenter des chiffres. Et une fois que cette discussion a lieu et que nous avons prouvé ou démontré certaines choses, nous pouvons donc parler des mesures de ce pays du revenu moyen des citoyens par année, de combien ces foyers peuvent dépenser sur leur logement pour que ce ne soit pas lourd, nous aide à mieux déterminer et mieux convaincre les investisseurs. Nous tentons également de présenter des projets d'innovation pour diminuer le poids de financement bancaire qui sont donc la norme
et qui représente une considération importante parce que nous tentons de mettre en jeu ou mettre sur la table également la abordabilité et la propriété accessible à tous. Et malheureusement, ce qui est parfois proposé est de très mauvaise qualité. Donc, il faut réfléchir à des logements pour un marché particulier, un public cible, avec un produit qui en vaut la peine. Alors, si vous aviez un ou deux conseils à donner à certaines communautés pour débloquer des finances ou accélérer certains développements de logements abordables, quels seraient-ils? Moi, j'ai vu l'investissement de municipalité dans des unités à hauteur de 10, 20 ou 50 000. Quels conseils donneriez-vous à ces municipalités pour qu'elles commencent à s'intéresser au secteur du logement et qu'elles ne soient pas seules responsables de la construction de logements abordables pour tous? C'est une bonne question. Si on regarde l'histoire, il y a beaucoup de logements accessibles qui ont été créés et mis à disposition par les gouvernements. Et ça, ce n'est pas durable. Le gouvernement ne peut pas, en fait, être celui qui construit. Mais je pense que la contribution du gouvernement est de faciliter la construction tout en proposant une infrastructure ou encore en libérant ou en rendant des terres accessibles. Les gouvernements peuvent aller acheter des grandes surfaces et ensuite planifier l'utilisation de ces terres pour développer des logements abordables, par exemple. Donc, il y a cette participation qui est possible, éventuellement des subventions. Et comme Casey l'a dit, il y a toute la problématique de l'initiative d'accès ouvert. Ce que l'on tente de faire, c'est d'autonomiser certaines personnes dans cet espace sur la construction, parce que nous ne pouvons pas le faire nous seuls tout le temps. Nous avons bien sûr des défis, mais nous pouvons accompagner et diriger les gens vers des financements durables. Par exemple. Oui, et je sais que, je crois que Sean Resnick a dit dans les commentaires qu'il y a des grandes surfaces qui sont accessibles et bien situées dans les villes qui pourraient être rendues accessibles. Et ceci est nécessaire parce que le coût des terres en Afrique du Sud est ce qu'il est. Donc, il y a des gouvernements régionaux et nationaux qui détiennent des terres qui ne sont pas exploitées et utilisées. J'ai une question qui nous arrive en vidéo. Nous avons 30 secondes pour votre question. Koi Wamba. Non, pardon. Shaningwa Amandila. Bonjour, je suis Shaningwa, je suis un particulier et je travaille dans le domaine social. Je souhaitais vous poser cette question qui peut être répondue, qui s'adresse à Keisha ou Samantha concernant le logement abordable. On peut le créer, bien sûr, mais comment est-ce que l'on donne accès au logement abordable?
à des personnes qui sont sans emploi. Parce qu'on doit bien sûr maintenir l'existence de cette infrastructure, mais l'emploi est toujours une vraie problématique. Donc, je souhaitais dire à Samantha Okaisia que lorsque nous pourvoyons des logements accessibles, comment est-ce que l'on le fait pour des personnes qui sont sans emploi? Kezia ou Samantha, vous souhaitez répondre? Pour les personnes qui ont un revenu très faible ou peu de revenus, comment est-ce que l'on peut leur rendre l'accessibilité au logement? Oui, alors, l'accès gratuit au logement est quelque chose unique à l'Afrique du Sud, grâce à un programme de subvention sur le plan national. C'est une considération très importante à avoir. Parce que bien sûr, il y a un besoin, mais nous devons répondre de manière durable et sur le long terme. Et ça, c'est à remettre en question. Ensuite, je suppose que, et j'espère que la situation financière de certaines de ces personnes ne sont pas statiques, c'est-à-dire que ils font peut-être du travail non déclaré ou autre, et ils vont peut-être trouver des solutions. Ils dépendent de quelqu'un pour subvenir à leurs besoins. Et donc, il y a eu des projets au Mozambique et en Ouganda. Et on a découvert des choses intéressantes lorsque l'on a demandé aux personnes de révéler comment elles avaient payé pour leur maison. Et il y avait tellement de ressources identifiées et révélées parce que ces personnes étaient tellement déterminées à obtenir une maison en tant que propriété. Et donc, elles ont trouvé des solutions. Je ne dis pas que c'est une évidence, mais je pense que la volonté d'investir dans une propriété est peut-être très forte et que c'est pour cela que la gouvernance autour de tout ceci est essentielle. Donc, la collecte de déchets, les services essentiels, l'infrastructure, l'assainissement. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les opportunités émergent également, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il faut créer des environnements durables où les personnes peuvent trouver des solutions de logement pour elles-mêmes. Et je crois que la volonté de ceci est assez forte. Merci, merci pour votre question, merci pour votre réponse. Et oui, c'est tout à fait juste. L'accès à des logements gratuits est tout à fait propre à l'Afrique du Sud. Et avec cela, bien sûr, il y a un nombre de défis. Kezia, nous allons terminer, mais lorsqu'on parle de finances, si vous voulez mettre la vidéo pour la fin de la session, s'il vous plaît, allez-y. Lorsqu'on parle de finances et qu'on parle de fonds, on parle souvent de microdéveloppement, de financement informel, mais comme quoi la majorité de la croissance devrait être absorbée par l'existence de logements déjà existants. Est-ce qu'on doit changer notre la façon dont on aborde les financements pour les bidonvilles et les installations informelles? Mais la plupart des logements abordables sont proposés par des particuliers ou du secteur privé. Donc, est-ce que le financement est vraiment le problème? Start with, Kyo, if that's okay. I mean, I'm not so sure the word finance is a problem, but maybe it's our anxiety about it.
finance, it's just money, and it's big or small, and I would argue that it's any kind of money. So it would be your savings, it would be what goes into a SACCO, savings and credit cooperative. It could be credit, and that credit could come from your mother, or it could come from a lender, or it could come from a bank. They're across the whole value chain of housing, land, infrastructure, construction, so on. There are finance moments. Housing needs to be paid for, and it's seriously expensive, and often in its whole form, way more expensive than what somebody can afford. So that's why credit becomes so important in that context, in different finance arrangements that mix things. It could be your pension withdrawal benefit is often used, and in some countries like South Africa, you can have pension-backed loans as well, and that's useful when there isn't a title situation. So it's all the Donc money. en fait, il y a toute la chaîne de valeur, c'est tout l'argent, tous les aspects, les composantes des systèmes financiers, que ce soit le maintien, la construction. Et il y a également un défi pour ceux qui offrent cet argent, les personnes qui gèrent ce flux financier. Eh bien, il est bien plus efficace de faire ce travail à grande échelle. Et donc, sur ce continent, plus encore que d'autres, nous avons besoin de mécanismes pour désagréger le capital, afin qu'il corresponde aux besoins en matière de consommation de la population, que ce soit des foyers individuels, que ce soit des micro-développeurs ou constructeurs, des manières de prendre ces capitaux et de les désagréger. Et c'est un peu ce que fait International Housing Solutions. Il crée un fonds, des gens investissent parce qu'ils ont confiance, parce qu'ils connaissent les développeurs qu'ils financent. Excusez-moi de copier un peu l'intervenant. Et il faut pouvoir faire ça même à des plus petites échelles. Je sais que le SDI s'est penché sur cette question. Comment faire quand on réunit toutes ces personnes qui économisent? Il y a beaucoup de valeur. Et donc, comment tirer avantage de cette valeur? Et ensuite, il y a la gestion du risque, pour s'assurer que chacun sache ce qu'il doit faire et en ait les capacités. Mais c'est une longue conversation. En tout cas, beaucoup de travaux ont été faits sur ce concept et on travaille sur ces questions avec les micro-constructeurs. Et donc, les capacités énormes de tous ces petits opérateurs accumulés et avec la technologie maintenant disponible, on peut vraiment se servir de ça, le prendre et faire quelque chose d'attirant pour les investisseurs. Et nous, on a besoin de ce rôle d'intermédiaire. Oui, avant de me tourner vers vous pour votre conclusion, il y a également la question du transport de gros capitaux pour de grosses infrastructures, mais dans les réalités, on l'utilise. Il y a d'autres aspects comme le cyclisme, le fait d'être à vélo, qui sont des modes de transport alternatifs et qui peuvent un peu être récupérés, mélangés pour créer ce contexte urbain pour des milliers de projets qui peuvent s'activer. C'est un peu ça, la philosophie de la manière dont une ville devrait fonctionner, qui contrôle quoi et qui finance quoi. Vous aviez un commentaire supplémentaire, Kyoe? Non, je suis d'accord avec Kessia. Je pense que la question du logement abordable est une question de financement, que les projets soient financés. Et la plupart de cet argent sont des fonds conventionnels, institutionnels. C'est la norme que nous connaissons. Et il n'y a pas beaucoup de microfinance là-dedans. Mais lorsqu'on regarde en aval, notamment le type de logement que les gens souhaitent acheter ou louer, on voit que tout cela est très local. Lorsqu'on dit qu'on agit comme une entreprise locale, eh bien, ce qui fonctionne dans une ville ne fonctionne pas dans une autre ville. Et c'est tout à fait la réalité. On voit que chaque
région, chaque endroit a sa manière de financer le logement abordable. Et comme Kessia l'a dit, le crédit, les économies, ça c'est très important, surtout dans notre région. C'est moins développé ailleurs et c'est utilisé comme un instrument qui peut permettre d'aider les gens à acheter une maison. Et d'ailleurs, au Kenya, il y a très peu de prêts immobiliers. Les gens investissent 40-45 000 et la plupart de ces personnes sont des employés de banque. Et donc, il a fallu réfléchir de manière originale à la manière dont on peut aider à l'achat de ces logements. Et une des manières dont nous l'avons fait, c'est en utilisant ces instruments locaux. La microfinance, en effet, c'est très utile. Merci beaucoup, Joy, Tessa, Samantha, Céline, pour ces messages, ces réflexions. Je sais que 2 heures, ce n'est pas assez pour ce sujet, mais même à partir des présentations d'aujourd'hui, avec le temps que nous avons pu consacrer ensemble à ce sujet, nous sommes plus sophistiqués, plus informés, nous avons de meilleures données désormais. Et si on veut agir vite, il faut vraiment donner des priorités à certains domaines et utiliser ces données également. J'ai l'espoir que nous puissions interagir à nouveau bientôt. Merci aux participants, aux personnes qui ont posé des questions. L'enregistrement sera disponible sur le site de Rise Africa, le site d'ICLE, dans 1 semaine ou 2, si vous voulez le partager avec des collègues, des étudiants, des amis, n'hésitez pas à le faire. Vous avez peut-être vu qu'on a envoyé le lien vers le NPS, le programme CSP, le programme NDP. Tous les liens sont dans le chat. N'hésitez pas à les utiliser pour interagir avec ces organisations et avec les villes africaines, Africa Cities. Envoyez-nous un email et on vous mettra en lien avec des ressources qui vous intéressent. Pour ceux qui n'en ont pas eu assez d'inspiration, d'apprentissage, eh bien, nous avons une session à 18 h dans 1 heure. Notre conversation du soir, ce sera une présentation bien plus libre, sans présentation, plus informelle. On va réfléchir tous les sujets du jour sur l'urgence et nous vous invitons à participer, mettre votre audio, votre caméra pour une session Zoom un peu plus freestyle, un peu plus libre. Donc, venez avec votre dîner, venez avec un verre à 18 h et on pourra ainsi clore le festival 2022 Rise Africa, le festival pour l'action. Et nous avons eu certains des meilleurs urbanistes et designers, ils seront présents ce soir. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe qui a organisé cette session aujourd'hui. Merci, au revoir.